Bienvenue sur le podcast Le Laboratoire de la Force, épisode numéro 11 si je ne dis pas de bêtises. Alors bienvenue à tous ceux qui ne me connaîtraient pas. J'espère que vous me découvrez à travers cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler, et dans la plupart des épisodes du podcast, on parle de sport, de nutrition, de développement de business, de comment coacher, de plusieurs sujets, de lifestyle, de comment accompagner ses clients, comment sortir de ses blessures, de longévité, de développement articulaire, de réhabilitation. Donc vraiment des sujets qui me passionnent. Et moi, mon objectif ici, c'est d'essayer de vous apporter le maximum de valeur. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu sur qu'est-ce que la fac ne nous apprend pas, sur le neurotyping aussi. Donc là, j'ai mes petites notes ici. Et le troisième bloc sera la partie nutrition, les vraies bases à avoir pour pouvoir avoir une perte de poids, une prise de masse musculaire et vraiment les choses qu'on néglige souvent et qui ont le plus d'importance. C'est notamment, on parlera un petit peu du cardio. Est-ce que c'est vraiment la solution pour faire maigrir les gens et ainsi de suite. Ok. Donc, mais avant tout ça, on va parler un petit peu des news de la semaine. Donc, dans pas longtemps, je vais retourner à Paris. Ok. Donc, j'ai déjà été à Paris le week-end dernier pour les rencontres de la performance dont on a fait le débrief avec Lohan sur l'épisode 10, il me semble. Ok, donc c'était un événement organisé par Secret d'entraîneur, donc Julien Vecchione, son créateur. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Secret d'entraîneur si vous avez besoin d'avoir un avis expert et éclairé de la plupart des plus grands entraîneurs de France, ok, et aussi de kiné ou autres, donc vraiment sur des sujets qui sont très très pointilleux, ok. Donc je vous invite vraiment à aller voir, c'est très pertinent, des podcasts qu'on dévore en rien de temps parce que c'est excellent, que c'est très bien mené. Donc voilà, et il organise des événements comme ça. Donc si jamais vous n'avez pas pu y accéder, moi je vous invite à potentiellement prendre des places pour novembre 2027. Il me semble qu'il recommencera à faire l'événement. Si il a à peu près 300 inscrits, donc c'était un événement vraiment très qualitatif. On avait plusieurs intervenants. Je fais un petit débrief comme ça, mais on avait des personnes de Labo RNP, on avait des personnes au niveau, on avait Rudy Koya, on avait Nicolas Vandel, on avait différentes personnes, là il y a des noms qui me viennent comme ça vite fait, rapidement qui étaient très pertinentes, Sébastien Morel, ce genre de personnes-là, qui ont fait des interventions assez variées sur différentes thématiques, entraînement général, préparation physique, carrière et business de coach, qui est, je pense, très négligé, et dont on va ensuite parler au fur et à mesure, notamment avec le premier bloc ici, qui est le fait que la fac ne fait pas le coach. Ok. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vais retourner bientôt sur Paris pour encadrer 3 athlètes qui ont été sélectionnés pour les championnats FNSL Île-de-France en streetlifting, d'accord. Donc j'aurai Étienne, Timothée et Jonathan sur le week-end du 11-12 avril. Donc voilà, pour l'instant, on sait toujours pas où est-ce que la compétition aura lieu. Donc si c'est soit à Sevran, soit à Tremblay. Et en fonction, je prendrai mes billets de train et mon logement. Mais c'est vrai qu'au plus tôt on a l'information, au mieux c'est. Petit check de caméra. Ok, ça tourne bien. Donc au plus tôt on a l'information, au mieux c'est, parce que forcément, après, ça va coûter cher ce genre de déplacement. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir aller concrétiser, d'aller pouvoir concrétiser une compétition, enfin via une compétition, tout le travail qui a été fait avec l'athlète en ligne. C'est toujours plus sympa de pouvoir du coup se voir pour de vrai et être un réel acteur de la performance à ce moment-là, même si moi personnellement en tant que coach, mon rôle là-bas c'est plus de la gestion de match. J'ai des athlètes qui sont assez autonomes, qui ont suffisamment d'expérience pour se gérer tout seuls. Donc, ils ont déjà fait des compétitions sans vouloir ma présence. Ils n'ont pas forcément besoin de moi. En tout cas, je ne leur apporte pas une plus-value supplémentaire parce que normalement, tout est cadré. On est juste là pour avoir un avis plus externe sur la compétition, leur donner des petits retours en mode attention, là le juge il a vu ça, attention le juge il a vu ça, aller annoncer les barres qui peut enlever un stress aussi à la personne parce qu'à chaque début de compétition, à chaque début pardon, de nouvelles tentatives, on doit aller annoncer l'incrément et la barre qu'on va donner. Mais j'ai remarqué aussi que dans mon rôle de coach, souvent, du coup, les athlètes se reposent complètement sur le coach alors que leur ressenti est extrêmement important parce que c'est eux qui vivent la barre. Et j'ai remarqué que parfois, en n'étant pas là, en n'étant pas présent à la compétition, ils se basent beaucoup plus sur leur ressenti et sur ce qu'ils ont vu. Ils m'envoient les vidéos, je leur donne un avis objectif, ils prennent leur décision. Et ça doit rester, je pense, leur décision. Parce que malheureusement, même si moi je vois par exemple un muscle up qui se passe extrêmement rapidement, j'ai pas les sensations de l'athlète, j'ai pas la fatigue de l'athlète, j'ai pas le stress de l'athlète, j'ai un stress qui est différent, j'ai le stress de coach et d'envie de réussite, mais j'ai pas tous ces petits facteurs qui peuvent venir jouer dans ma prise de décision. Donc l'objectif c'est que je reste objectif, mais la subjectivité a sa place à ce moment-là, et je trouve que le plus difficile dans ces moments-là c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Donc voilà, je ne vais pas digresser là-dessus parce que je sais que je suis capable de parler encore 25 minutes là-dessus. On pourrait même faire carrément un podcast sur
la relation coach et athlète qui est très important selon moi. Et puis je vais y aller là-dessus, c'est pas grave, on parlera de la fac et du coach après. La relation coach-athlète pour moi c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est le nerf de la guerre en fait. Moi ce que j'explique dans tous mes appels à chaque fois, peu importe que ce soit en réhab ou en performance, c'est je ne suis pas au-dessus de vous. Moi, je vois la relation coach-athlète comme quelque chose de très horizontal. Ok, on doit échanger entre toi et moi et c'est très important. Moi je vais essayer d'apporter tous les principes et toutes les connaissances que j'essaie d'emmagasiner, d'engranger et d'intellectualiser pour pouvoir ensuite les mettre en place sur le terrain en pratique, te donner les bons outils au bon moment, au bon endroit. Mais je peux te donner les bons outils au bon moment, au bon endroit, si tu arrives à me décrire ton contexte, ton vécu, ta subjectivité, comment est-ce que tu perçois les choses, avec peut-être des analyses vidéo qui deviennent objectives aussi. Plein de choses qui va devoir être effectuées via un échange, parce qu'on est des humains, en aller-retour. Si j'ai pas cet aller-retour de OK, l'exercice s'est mal passé, OK, l'exercice s'est bien passé, moi personnellement, même avec la meilleure expérience de la planète, je ne peux pas adapter directement. En fait, l'individualisation se fait dans le retour avec les personnes, je trouve. C'est-à-dire que je vais prescrire, entre guillemets, prescrire ou donner un exercice, une méthodologie, mettre un RPE précis à ce moment-là. Mais si la personne ne me dit pas qu'elle a un contexte complètement défavorable, peut-être que l'exercice choisi à un instant T ne fonctionne pas dans son contexte précis parce que c'est comme ça. Même si ça pourrait être le plus optimal possible d'un point de vue développement de la performance, développement de la longévité ou autre, s'il a qu'une demi-heure pour s'entraîner parce qu'après c'est plus possible, ben, je ne peux pas lui mettre 4 exercices de mobilité en début d'entraînement et lui mettre 2 exercices après de renfort ou de développement. C'est trop compliqué. Il faut aller à l'essentiel et c'est là où la relation entraîneur-entraîné est hyper importante. J'ai déjà eu des athlètes avec qui la communication est exceptionnelle parce qu'on a tous nos caractères. J'ai déjà eu des athlètes qui sont un peu plus discrets. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut que j'arrive à aller chercher les bonnes informations. C'est aussi le travail du coach, à aller gratter un petit peu, poser les bonnes questions, être un peu plus précis, être plus attentif à certains signaux qui ne seraient pas explicitement dits par l'athlète. Et du coup, essayer de comprendre. Par exemple, là, l'exemple que j'ai qui me vient tout de suite, c'est la douleur. Souvent, on va être alarmé par une douleur qu'on pourrait ressentir en réhab. Donc, il y a eu des études comme quoi, bon, moi, je pense que c'est discutable, il y a des études comme quoi il faudrait avoir une douleur lors d'une rééducation entre 2, 3 sur 10, ok, donc de 2 à 3 sur 10 pour estimer que, ok, on fait un bon travail. Moi, je me sers de ce repère-là de douleur pour dire, ok, s'il doit avoir de la douleur, on ne dépassera pas tant, on ne doit pas dépasser 3 sur 10. Du moment qu'on est entre j'ai pas de douleur et 3 sur 10, pour moi, ça veut dire deux choses. Déjà, on a trois douleurs à surveiller. On a la douleur à surveiller pendant l'exercice, après l'exercice, slash après la séance, ok, et le lendemain au réveil ou le surlendemain. C'est les douleurs pour savoir comment est-ce que le corps a capté, comment est-ce que le corps a perçu le signal. Ok, le signal qui a été envoyé pour induire un remodelage, pouvoir préparer une réhabilitation, ce genre de choses. Si du coup l'athlète ne communique pas sur ça, compliqué, c'est très compliqué d'adapter le plan. Mais ce que je leur dis du coup, c'est d'accord, est-ce qu'on doit vraiment s'affoler par rapport à la douleur? Non. Ok, avoir mal, c'est pas cool, c'est pas sympa, on est là pour ne plus avoir mal, mais si tu as mal à 1 ou 2 sur 10 le lendemain, après avoir fait les exercices, c'est que 1, les exercices ciblent la bonne zone. 2, on est sur les bons tissus, parce que du coup ça répond à quelque chose. Et 3, c'est en train de s'adapter, c'est peut-être un poil trop intense parce que tu as un peu de gêne ou c'est un poil trop de volume, mais comme on a une tolérance entre 0 sur 10 et 3 sur 10, potentiellement que ben, c'est en train de s'adapter et que c'est le bon dosage qui ne crée pas trop de douleur, donc pas trop de gêne, ça te permet de quand même faire des mouvements dans la journée, ça t'impacte pas trop, mais en même temps, c'est pas suffisant c'est pas insuffisant pour dire ok, je sais pas trop si l'exercice a fonctionné ou pas. C'est plutôt ça. Donc moi, je m'en sers comme ça, comme repère. Dans l'idée, le mieux, ce serait de ne pas avoir de douleur ou de gêne parce qu'après, ça peut entretenir un cercle de chronicité au niveau de la douleur, dans le sens où je fais un mouvement, ça me fait mal, même si c'est pas beaucoup. Mon cerveau enregistre le fait que cette zone est douloureuse. Donc, quand je vais refaire un mouvement, j'ai forcément de la douleur. Et c'est là où, en fait, dans la phase de réhab, on a beau avoir des tissus qui sont capables, si le cerveau n'a pas perçu, en tout cas que via des expériences positives, il n'a pas perçu que ce mouvement-là n'est plus délétère, en tout cas, il n'y a pas de raison d'avoir de douleur à ce moment-là, dans ce mouvement-là, ou d'avoir une action anticipatrice liée à notre survie, eh bien, il crée de la douleur pour protéger, pour éviter qu'on se fasse mal, pour éviter que
on se casse un membre ou qu'on ait une déchirure ou autre qui pourrait impacter notre survie. Parce qu'on a hérité ce système-là d'il y a des millions et des millions d'années pour arriver là où nous sommes aujourd'hui et du coup, assurer notre survie. Donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc la relation coach-athlète est très importante parce que si on n'a pas les retours, bon je suis désolé, vous avez la machine à café qui est en train de s'arrêter, si on n'a pas les retours des personnes, c'est hyper compliqué d'adapter derrière et de créer quelque chose de personnalisé, d'individuel et qui répond réellement à l'objectif, aux besoins et au contexte. Parce que finalement, les principes s'appliquent pour tout, mais parfois on va devoir un peu transgresser certaines fois les principes, ok, pour pouvoir adapter au mieux au contexte, même si d'un point de vue théorique, c'est pas optimal. Et du coup, c'est là où la fac ne fait pas le coach, et c'est bien parce que j'arrive à faire le lien, c'est que les diplômes ou autres va donner une légitimité technique de on a un minimum de connaissances dans tel domaine. Mais la partie terrain, la partie communication, la partie je teste une méthode, ça fonctionne pas, mais la science a dit que ça fonctionnait. Comment je fais pour l'adapter? Comme dit notre ami qui est suisse, vous savez que j'en parle beaucoup, j'ai fait son mentorat, c'était quelque chose d'exceptionnel, moi je vous invite à le faire aussi. Comme dit notre ami qui est suisse, l'individu n'est pas la moyenne et la moyenne n'est pas l'individu. Tirer des conclusions, je pense, d'études qui sont complètement isolées du monde extérieur, dans un contexte extrêmement précis, ça marche dans un contexte qui est reproduit par l'étude. Mais malheureusement, on n'est pas tous dans des laboratoires avec des tranches d'âge tous similaires, avec un même passé sportif, avec les mêmes antécédents de blessures, avec les mêmes segments osseux, avec les mêmes typologies, myotypologies au niveau des fibres musculaires. Donc on ne peut pas avoir tous les mêmes réponses à l'entraînement. Et donc une méthode qui a été montrée dans une étude peut fonctionner très fortement dans tel contexte avec tel type d'individu, et dans un autre contexte, autre chose, peut-être ça ne marchera pas du tout, ou alors ça marchera 1000 fois mieux. Donc c'est là où la fac nous prépare, dans certains cas, à une ouverture d'esprit, je trouve, parce que du coup on se retrouve confronté à beaucoup d'informations, on apprend à chercher, on apprend à trier, ça développe, je trouve, l'esprit critique, même si on est trop critique sur la partie si c'est pas validé scientifiquement, ça n'a aucune importance, alors qu'il faudrait traiter n'importe quelle anecdote au même niveau, je trouve, de valeur. Bon, après, il ne faut pas déconner non plus si ça vient de quelqu'un ou même d'une étude qui n'est pas fiable, par exemple, on ne peut pas se baser là-dessus. Il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. Une méta-analyse a quand même un niveau d'évidence supérieur à une étude non randomisée, in vivo ou in vitro, sur quelque chose où il n'y a qu'un seul individu. Forcément, c'est très compliqué d'extrapoler ça à quelque chose d'un peu plus large. Il ne reste que, on ne peut pas non plus prendre les méta-analyses pour argent comptant, surtout que parfois il y a des mauvaises interprétations qui sont faites par, parfois les chercheurs eux-mêmes, et qui sont peut-être malhonnêtes ou autre chose, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment ça se passe dans le milieu, je ne veux pas accuser les gens, mais je pense que dans certains cas, il y a des choses où on veut tellement avoir du résultat qu'on a ce biais de «Ouah, mais voilà, ça peut fonctionner». Et nous, les premiers en master, quand on fait nos diplômes et quand on fait nos mémoires, souvent on a tendance à vouloir absolument avoir des résultats, alors qu'en fait, si ça marche pas, ça marche pas. Il faut juste trouver des limites de pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'était la durée du protocole? Est-ce que c'était parce que les personnes ne sont pas venues aux entraînements suffisamment pour avoir un effet significatif? Est-ce que la taille de l'échantillon, donc des personnes testées, était trop petit? C'est plein de choses qui peuvent jouer comme ça. Donc c'est bien parce que ça nous apprend à élargir notre compétence. On nous prépare normalement à de la recherche, mais on ne nous prépare pas au terrain. Et souvent, ce que je remarque aussi, c'est que les personnes qui font de la recherche se prennent pour des demi-dieux. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui arrivent à extrapoler du coup ce qu'ils trouvent dans les études, ce qu'ils trouvent dans leurs études vers le terrain, et ça c'est exceptionnel. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Par exemple, on prend Brad Schoenfeld, qui est l'expert de l'hypertrophie. Il fait énormément d'études sur qu'est-ce qui doit développer l'hypertrophie, ce genre de choses, mais c'est un pratiquant aussi, donc il teste, il met des choses en place, il essaie d'avoir des protocoles qui sont cohérents. Il a forcément des études qui ne doivent pas être très bien menées, mais en tout cas, il essaie de le faire et de faire en études et de faire sur le terrain et d'essayer de confronter un peu les deux pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, dans quel contexte et tout. Et c'est ça, en fait, normalement, l'entraînement de base. C'est je prends une information, je la confronte, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Mince, dans tel cas, ça fonctionne pas, je continue, je réajuste, je modifie quelques trucs, et finalement, peut-être 80% de la méthode fonctionne, mais 20% ne fonctionne pas, il faut l'adapter. Donc c'est peut-être le plus compliqué, on nous apprend des informations en isolé, on nous apprend pas forcément à les mettre en relation directement entre elles, ça c'est le plus dur je trouve, il faut énormément de compétences et beaucoup de parties terrain pour avoir ça. Et notamment sur la partie terrain, là ce qui est écrit un petit peu,
sur mes petites notes, c'est la partie du syndrome de l'imposteur. Personnellement, quand je suis sorti de la fac, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Un gros syndrome de l'imposteur, tout simplement parce que j'avais pas suffisamment pratiqué, pas suffisamment encadré en tant que praticien des personnes pour être confronté à leurs problématiques, peut-être pas suffisamment pratiqué sur moi-même aussi. J'avais sûrement une vision biaisée du monde et donc je savais qu'il fallait que je me forme énormément. Et finalement, ce qui est important aussi à dire, c'est que la pierre angulaire d'un bon coach, c'est toujours la compétence. En premier, on veut être compétent, apprendre à se former, savoir que tout ce qu'on sait, c'est qu'une partie de ce que le monde peut nous offrir et que le reste est assez encore inconnu. Il faut être conscient qu'on ne connaît pas tout. Moi, je suis conscient dans ma pratique que le système, par exemple, que j'utilise énormément est celui du docteur André Ospina. Il est hyper complet. Pour arriver à maîtriser ce système-là, il va me falloir des années. Alors j'ai l'impression que petit à petit, je le comprends de mieux en mieux, mais je pense que c'est un système qui est infini, où on peut aller pousser les principes vraiment très très loin. Et c'est ça qui est très important, c'est que tout le monde parle des principes, des principes, des principes. Au début, ça me disait rien. Je dis, mais putain, on parle des principes, mais moi j'aime bien avoir des méthodes pour voir comment c'est appliqué. Les méthodes sont intéressantes. Par exemple, un exercice n'est qu'un filtre, d'accord? Ce n'est qu'un filtre pour accéder à un certain type de tissu. Il faut comprendre pourquoi est-ce que l'exercice est mis en place, et du coup, quel type de tissu on veut aller tester, ou on veut aller sur lequel on veut imposer un signal en fonction de l'adaptation qui est recherchée. C'est ça qui est intéressant finalement. Mais finalement, dans le principe, ça reste toujours la même chose. C'est surcharger spécifiquement un tissu pour qu'il s'adapte. Il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise cet exercice avec cette configuration, avec ce profil de résistance, avec un élastique placé à tel endroit plutôt qu'un autre, pour venir cibler la ligne de tissu qui est importante. Par exemple, une réflexion que je me suis fait ce matin avec une de mes clientes, c'est que notre cher kiné Fred Kos ou Fred Cossé, je crois qu'on dit Fred Kos, excuse-moi si jamais tu tombes sur cette vidéo d'avoir écorché ton nom et ton prénom. J'adore ce qu'il propose et pendant un moment, je regardais ses vidéos sur Instagram, je comprenais rien. Mais rien. Je me disais, mais ce mec, il est lunaire, il a 12 millions de connaissances. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il arrive à tout lier et à faire en sorte que ça soit cohérent. Il met des trucs en place, je ne comprends pas. Maintenant, je commence à arriver sur le même niveau de grille de lecture, sans être hautain ou tout en restant humble. J'ai pas du tout son niveau de compétence. Je pense qu'il va me falloir des années pour arriver à ce niveau-là. Mais je commence à comprendre l'idée derrière certains exercices. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas le truc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans quel cas on fait ça? Maintenant, j'arrive à me dire, ah ouais, d'accord. En fait, cet exercice-là, il sert à cibler telle ligne de tissu dans tel cas, pour telle raison, telle raison, telle raison. Putain, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à comprendre les principes et que l'exercice, en fait, n'applique que les principes et devient presque une méthode finalement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si on se base juste sur l'exercice et prescrire des exercices sans comprendre les principes qu'il y a derrière, finalement on devient un prescripteur de méthode sans comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait adapter la méthode pour telle chose et telle chose. Alors que si on comprend les principes, on peut créer nos propres méthodes, c'est-à-dire qu'on va se baser sur l'interprétation des principes des autres personnes qui sont plus compétents que nous pour nous faire comprendre ces principes-là. C'est là où, pour comprendre les principes, on a besoin d'avoir des exemples de méthodologie, je pense, de voir comment est-ce que ça a été mis en pratique, comment est-ce que ça a été compris par certaines personnes. Et ensuite, via notre expérience, via nos biais, via notre contexte, on va pouvoir s'approprier les méthodes. D'abord, on les teste telles quelles, et après, on va être en capacité de les modifier, parce qu'on va remonter, faire des allers-retours entre, ok, le principe c'est ça, mais du coup, lui, il a fait ça pour appliquer tel principe de telle façon, mais moi, si je fais ça dans mon contexte, c'est peut-être plus adapté, mais du coup, ça modifie un petit peu, mais je peux modifier parce que j'ai compris le principe sous-jacent de la méthode. C'est très conceptuel tout ça, mais je trouvais ça très intéressant. La fac, ça apporte ce genre de choses, mais pour revenir au syndrome de l'imposteur, il faut pouvoir avoir pratiqué suffisamment longtemps sur le terrain pour ne plus avoir ce truc de j'ai un syndrome de l'imposteur. Je sais que K-Swiss dit souvent si on a un syndrome de l'imposteur, c'est sûrement qu'on en est un. Donc c'est qu'il faut encore se former d'un point de vue compétence, tester, parce que souvent on est très formé de façon théorique, mais on n'est pas suffisamment formé de façon pratique, on n'a pas suffisamment de retour terrain pour se sentir légitime de faire faire quelque chose à quelqu'un. Et c'est là où la fac a cruellement de manque. Et donc, souvent, là, j'ai pu discuter avec d'autres personnes qui étaient à la fac et qui sont passées par le master, qui ont apparemment des retours de d'autres personnes et d'autres élèves critiqué énormément la partie business, la partie vendeur. Ils ont eu des interventions de personnes qui y vont vendre des programmes de transformation, ce qui est excellent, sur 3-4 mois à 1000 balles les 3-4 mois, plus ou moins. Donc avec vraiment un apport de valeur, un suivi, un appel par semaine. Le mec il vient faire les courses avec toi pour comprendre qu'est-ce qu'il faut acheter comme aliment, comment est-ce qu'on lit une étiquette pendant une petite heure et demie
pour vraiment essayer de rendre la personne autonome, qu'elle évite de faire les erreurs et ce genre de choses, eh bien apparemment, il y avait des personnes qui disaient à la fac, donc des élèves, des personnes qui sont en master, qui disaient que c'était un charlatan. Donc ça, c'est une anecdote qui revient d'un copain préparateur physique. Il dit, mais ok, d'accord, donc c'est des charlatans que de réussir à monétiser une compétence pour aider une personne qui est en souffrance, parce que j'ai les compétences pour l'accompagner et pour l'encadrer correctement à atteindre son objectif. Elle va me donner une somme d'argent qui est en fait un transfert d'énergie pour que moi je sois motivé à l'accompagner et que elle puisse atteindre ses objectifs. Elle va me déléguer une partie de sa santé, une partie de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle va déléguer les actions qu'elle doit faire, parce que moi je ne pourrais pas remplacer ses actions, et ça on va revenir là-dessus quand on va parler de la partie nutrition. Je pourrais pas déléguer on peut pas déléguer ses actions parce que celle qui doit passer à l'action, celle qui doit moins manger, celle qui doit faire en sorte de manger plus de protéines, c'est la personne en elle-même. Nous, on va juste être là pour lui donner les clés et le moins de friction possible à passer à l'action. Ok, combien est-ce que je dois manger de protéines? Ah, je sais pas. Ben, si je te dis que c'est 2 grammes par kilo de poids de corps, que tu prends ton poids de corps et tu multiplies par 2, bon, ben ok, j'ai ça à manger. Ah, mais je sais pas, c'est dans quoi les protéines? Si je te fais une liste et que je te dis, ben ok, tu vas trouver des protéines dans les viandes, poissons, les œufs et certains produits laitiers, et à chaque liste, tu as du poulet, de la dinde, des tranches de poulet, du fromage blanc de 3% ou 0%, du skyr, des sardines, des maquereaux, du saumon, ben ok, là je t'ai donné une liste de protéines, tu n'as plus qu'à acheter. Tu dis, ah, mais je sais pas combien ça fait de protéines, 100 grammes à peu près. Si je te dis que 100 grammes de poulet, ça fait 20 grammes de protéines à peu près. Si je te dis que 3 œufs, ça fait à peu près 21 grammes plus ou moins en fonction du calibre qu'on achète et s'ils sont bio ou pas, et ça fait à peu près 21 grammes de prot. Ok? Si je te dis ça, ben, tu n'as plus qu'à appliquer et après tu passes à l'action. Par contre, si tu passes pas à l'action alors que je t'ai donné toutes les informations et que tu n'as pas pris le temps et l'investissement nécessaire pour faire ça, ben, malheureusement, tu ne peux pas me tenir responsable de ta non-réussite. Parce que moi, je ne peux pas passer à l'action à ta place. Même si tu m'as donné l'argent, même si tu m'as payé, moi tu m'as engagé pour que je puisse te donner le maximum d'informations, que je puisse te soutenir d'un point de vue émotionnel, que je puisse te forcer à passer à l'action, que je puisse réduire ta friction de passage à l'action, mais surtout pas, en tout cas, je ne peux pas exécuter à ta place. Et c'est ça la différence aussi. Et c'est ça aussi que je trouve que, par exemple, dans le mentorship de Kesui, c'est très bien expliqué. Les premiers modules nous disent exécuter. C'est la première phrase, c'est ça, c'est exécuter, passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui changera. Et c'est la réalité. C'est que si on reste tourné dans nos livres et qu'on reste dans notre partie théorique et qu'on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui change. Et moi, je suis le premier à faire de la procrastination sur certains trucs. Si je voudrais avoir plus de clients en présentiel, j'ai qu'à aller voir des kinés autour de chez moi et leur proposer un deal win-win qui leur permet de se décharger d'une partie de la patientèle et d'avoir quelqu'un qui est à peu près compétent et qui peut assurer des suites de soins. Et moi, quand j'ai des clients chez qui je ne sais pas prendre en charge ou qui la pathologie sort de mon domaine de compétences ou ce genre de choses, eh ben moi, je ne m'amuse pas à faire de la kiné, je lui donne. Je lui donne, je lui envoie, je lui dis voilà, ce kiné est très bon, on travaille ensemble, on est en collaboration, donc je t'invite à aller le voir. Et puis comme ça, on pourra faire des retours entre lui et moi et permettre du coup d'avoir une prise en charge qui est pluridisciplinaire et qui est plutôt cool pour le patient et qui lui permet de progresser dans le bon sens. Lui, ça lui apporte un patient en plus. Moi, ça me fait que du coup, mon client est content parce qu'il sait que je suis intègre et que je ne suis pas là pour remplacer le kiné et je suis là pour l'aider sincèrement en lui proposant quelqu'un de compétent à qui j'ai validé et qui, si il m'apprécie moi, il y a des chances qu'il apprécie ce kiné-là. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de passer à l'action à ce moment-là. Enfin bref. Je trouve qu'à la fac, ce qui est compliqué du coup, c'est d'apprendre à vendre, à fixer ses prix, à gérer une société ou à gérer des clients difficiles, à apprendre à communiquer. On a des formations sur la programmation neurolinguistique, je crois que ça s'appelle la PNL, ce genre de choses. Mais franchement, en vrai, l'intelligence émotionnelle, l'empathie qu'on doit développer avec les clients, elle se fait un peu naturellement. Soit c'est quelque chose que tu as, soit c'est quelque chose que tu estimes de déficitaire chez toi et que tu vas venir travailler spécifiquement. Petit regard, check caméra, que ce soit encore en train de filmer. Ok, parfait, très bien. Donc je trouve que la fac ne nous forme pas suffisamment à ça et je trouve que les étudiants sont assez fermés d'un point de vue business. Parce que ils ont des syndromes de l'imposteur et que quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui a 5 ou 6 ans d'expérience, qui vend des programmes à 1000 balles, qui a fait un simple, entre guillemets, BPGEPS, ça leur touche dans leur ego de se dire lui il a fait un BP, il n'a pas les connaissances qu'on a et il vend à 1000 euros, c'est quoi ce charlatan? Oui, mais en attendant, il aide les gens et nous, on n'est pas assez sur le terrain pour avoir la légitimité d'avoir une écoute de quelqu'un. Et donc, il faut simplement se mettre à l'action et apprendre à vendre, en fait. Apprendre à vendre quand on a réduit notre syndrome de l'imposteur et qu'on a les compétences pour le faire.
On va parler nutrition parce que du coup, là, j'en ai un petit peu évoqué. Le passage à l'action, c'est quelque chose qui est le plus important. Je me suis amusé à faire des guides de nutrition et des guides de mobilité. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez le guide de mobilité, vous avez juste à cliquer sur mon lien sur mon site internet qui est dans la bio de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre nom et votre email et ensuite vous n'avez plus qu'à télécharger le guide de mobilité qui vous apprend à programmer tous les outils sur le développement de la mobilité. Qu'est-ce que c'est qu'un pace raise, qu'est-ce que c'est qu'un passive range hold, un passive range lift off, un hoover, un eccentric neural grooving, comment est-ce qu'on fait progresser les outils, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'une phase de développement athlétique, pourquoi est-ce qu'on doit se centrer sur la capsule articulaire, qu'est-ce que la mobilité, pourquoi c'est une qualité physique comme une autre. Donc vraiment, c'est un document qui fait 13 pages. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Vous allez sur mon site internet Podia, vous rentrez votre nom et votre email et je vous envoie ça directement. Donc sur la partie nutrition, effectivement, le passage à l'action restera le plus important, d'accord? Parce que j'ai fait effectivement un guide de nutrition pour remettre un petit peu les choses à plat qui fait à peu près 10 pages, qui explique le nombre de protéines, les macronutriments, qu'est-ce que les micronutriments, qu'est-ce que la balance énergétique, comment est-ce que la dépense énergétique joue, sur quoi on doit jouer pour pouvoir perdre du poids, prendre de la masse, faire de la recomposition corporelle, qu'est-ce que l'alimentation flexible, ce genre de choses, c'est assez important quand même. Donc, en réalité, c'est pas très compliqué. Souvent, pendant un moment, on a simplifié, on a parlé de calories in et calories out. Ok, donc c'était qu'est-ce que je consomme et qu'est-ce que je dépense. Mais on va dire que la plus grande dépense énergétique, c'est le métabolisme de base. D'accord? C'est juste l'énergie que mon corps va utiliser pour juste vivre, faire battre le cœur, avoir les muscles inspiratoires qui fonctionnent, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est la plus grosse dépense énergétique journalière que vous pouvez avoir à ce moment-là. Ensuite, je vais peut-être me mettre devant mes notes, comme ça je suis sûr de ne pas vous dire des bêtises et de ne pas oublier certains trucs. Donc ensuite, on a la partie de dépenses énergétiques supplémentaires qui sera le NEAT, on appelle ça. Donc je vais mettre devant le guide nutritionnel. Ça sera le NEAT. Donc le NEAT, lui, c'est important parce que c'est votre capacité de dépense en dehors de simplement être allongé sur quelque chose. Ok, c'est l'activité quotidienne. C'est-à-dire que plutôt que de prendre un ascenseur, vous allez prendre les escaliers, vous allez faire le ménage, vous allez marcher. Ça, on peut le traquer souvent via les pas. En général, on recommande entre 8 et 10, voire 12 000 pas par jour. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Si vous faites un métier qui est sédentaire, si vous êtes assis 8 heures par jour, c'est malheureusement pas les 1 heure de sport que vous allez faire à la salle de musculation qui va compenser votre non-dépense énergétique journalière. Pourquoi est-ce que vous pensez que les tapis de course, là, ou les tapis de marche plutôt qu'on met sous les bureaux, et les bureaux assis debout, se vendent extrêmement bien en ce moment? Parce qu'en fait, la sédentarité, ça tue. La sédentarité, ça détruit quelqu'un, ça détruit des corps, ça engendre ce qu'on appelle de l'entropie. On perd en mobilité, on perd en flexibilité, on ne va plus dans les amplitudes sur lesquelles on a été conçu pendant 8 heures. Ce n'est pas 1 heure de sport, même si c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais malheureusement, ce n'est pas 1 heure de sport qui va vous permettre de vous entretenir d'un point de vue longévité et de vous faire perdre du poids. On va être obligé d'avoir des activités qui vous poussent à bouger, quitte à aller marcher une vingtaine de minutes tous les matins. Vous vous levez du lit, vous prenez vos affaires, vous vous habillez, on boit un café ou une bouteille d'eau et on va marcher 20 minutes, on fait un tour de quartier. Ça apporte déjà 1500, 2000 pas et puis c'est fini. C'est vraiment le plus important à faire. Je me souviens que quand je travaillais à Ocean Drive, par exemple, on tournait autour de 18 000 pas, voire parfois 25 000 pas la journée de 7 heures, parce qu'en fait, on passe notre journée debout. Et c'était les moments où j'étais les plus secs de toute ma vie, en fait. J'ai jamais été aussi sec qu'à ce moment-là. Et je me rends compte maintenant qu'en reprenant la course 3 fois par semaine, en soi, fondamentalement, ce n'est pas le cardio qui fait perdre. C'est le simple fait que dans ma journée, je bouge plus, j'atteins plus de dépenses énergétiques parce que je mange toujours pareil, mais j'ai mes 8, 10 000, 12 000 pas journaliers qui me permettent de 1, consommer un peu plus de calories parce que mon corps en a besoin, et de 2, de simplement brûler plus de calories aussi que ce que j'en consomme. Et donc créer légèrement un déficit. Et c'est là où le cardio en fait ne fait pas perdre de poids. Ce qui fait perdre du poids, c'est le fait de simplement se dépenser plus en fait. Et c'est pas obligé de passer par une activité cardiovasculaire importante. Ça peut tout simplement dire, ok, je vais faire du jardinage pendant 2 heures. Ok, je vais aller sortir les poubelles. Ok, au lieu de prendre la trottinette électrique, je vais prendre mon vélo. Au lieu de prendre la voiture, je vais prendre mon vélo. Au lieu de prendre, je sais pas, les transports en commun, je vais aller marcher. Voilà, c'est ce genre de choses-là, ce genre d'activité-là. Si vous avez un chien, ok, je vais sortir mon chien, même si c'est 20 minutes.
Ça fait toujours ça de plus que rester assis sur une chaise. Et si vous êtes obligé par rapport à votre travail de rester assis, ben, investissez dans un tapis de marche, en vrai. Vous demandez à votre boulot de pouvoir investir dans un tapis de marche. Ou alors, essayez d'avoir un bureau qui est debout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très sous-estimé. Et j'ai des clients qui me disent: ah bon, il faut juste marcher 8000 pas, mais c'est pas des conneries ça. Je dis: ben non, c'est pas des conneries. C'est un facteur de longévité et c'est un facteur de dépense énergétique qui est très intéressant à traquer. Ensuite, en termes de la dépense énergétique, on a ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. C'est d'ailleurs pour ça que les protéines, on a un avantage majeur ici, d'accord? Elles coûtent plus d'énergie à être dégradées et c'est une des raisons pour lesquelles c'est les meilleurs alliés nutritionnels et c'est pour ça qu'on les recommande, c'est-à-dire que 1 gramme de protéines va apporter 4 kilocalories. Le fait de les manger, le corps pour couper les protéines et pouvoir les assimiler, il va consommer quasiment autant d'énergie, si ce n'est plus, que l'énergie qui va être apportée par les protes. Donc finalement, l'un dans l'autre, en fait, ce que je mange en protéines, c'est presque quelque chose comment dire, qui est bénéfique en fait. Déjà, ça coupe la satiété. En plus, ça vous permet d'avoir une dépense énergétique supplémentaire. En plus, ça vous permet de construire du muscle. Si vous faites de la musculation à côté, vous stimulez votre système musculaire. Votre corps va avoir besoin d'apports protéiques. Donc, j'avais dit entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps, ok, pour construire cette masse musculaire. Une fois que j'ai cette masse musculaire-là, qu'est-ce qui se passe? Le muscle étant comment dire, une unité vivante, il consomme de l'énergie. Cette consommation énergétique va s'ajouter à votre métabolisme de base. Donc ça veut dire que vous avez investi dans un capital qui va après dépenser de l'énergie en plus sans rien faire. Donc juste machin comme ça, sans rien faire. Et en plus, quand vous mangez des protéines, vous construisez encore du muscle et ça n'apporte pas plus de calories parce qu'il y a un effet thermique au niveau de la dégradation des aliments. Donc c'est excellent. Et finalement, le dernier pôle de dépense énergétique, c'est les activités physiques. Finalement, ça ne dépense pas énormément une heure de musculation, peut-être 200 ou 300 kcal en fonction de l'intensité. Même un cours de HIIT, même un bon cours de biking, je pense que ça va peut-être dépenser un bon 700 kcal. Mais c'est pas énorme, c'est un McDo, c'est fini, les 700 kcal. Un Sunday, ils y sont les 700 kcal. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Il faut faire du cardio parce que ça permet d'accentuer le déficit, mais vous n'êtes pas obligé de faire du cardio pour perdre du poids. Par contre, on ne veut pas perdre du poids et on ne veut pas perdre n'importe quel poids. On veut perdre du gras, on ne veut pas perdre du muscle. Et donc pour perdre du gras, eh bien, il faut faire de la musculation pour maintenir sa masse, voire la développer, et manger des protéines. Si j'enlève les protéines et que je bouffe que du bouillon, eh bien, je vais faire en sorte que mon corps rentre dans ce qu'on appelle de la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'il va venir dégrader les tissus adipeux, donc les graisses et les tissus musculaires, donc les muscles, pour faire ce qu'on appelle du glucose. Ah, c'est bête, ça s'appelle du sucre, c'est bien. Et donc ça, c'est dommage de devoir faire ça parce que quelque part, on va perdre son tissu musculaire qui sert, comme je vous ai dit, à augmenter votre métabolisme de base qui, lui, permet d'avoir quoi? Une dépense énergétique plus élevée. Donc il suffit que mon métabolisme baisse et en fait après, j'ai plus qu'à manger de moins en moins parce que pour pouvoir être en déficit calorique, je vais devoir encore de plus en plus baisser ce que je mange. Donc non, maintenez votre masse musculaire et mangez. Et mangez. Donc des protéines, ça c'est très important. D'accord? Un déficit calorique qui peut être intéressant, c'est 200, 300, 500 kilocalories par jour. Ok? Et ça c'est important. Donc pas trop drastique, sinon vous allez perdre vite et vous avez plus de chances de perdre beaucoup plus de muscles. Et pas trop, comment dire, et pas assez important pour pas déclencher la perte. Donc voilà. Et il vaut mieux matcher ces macronutriments à plus ou moins 5 à 8 grammes par jour. Ok, on n'est pas là à Nutri-Nazi. Comptez que sur la première semaine vos calories. Et après, vous savez à peu près les portions que ça donne sur le reste de la semaine. Mesurez-vous, prenez vos mensurations, pesez-vous 3 fois par semaine s'il faut, le matin à jeun dans les mêmes conditions, pour voir une tendance de poids évoluer. Et si vous êtes en recomposition corporelle, vous n'allez peut-être pas voir votre poids bouger, mais prenez des photos, prenez les mensurations, parce que c'est là où vous allez voir si vous prenez du muscle et si vous perdez du gras en même temps. Et donc forcément, ça fait un échange et vous pouvez faire 60 kg sur la balance et faire 60 kg très gras ou 60 kg très musclé. Donc voilà, le poids ne veut pas tout dire, d'accord? Donc, on peut parler aussi potentiellement du neurotyping, mais le neurotyping en fait c'est en fait je vais bientôt devoir partir en coaching, mais je vais essayer d'aller assez vite.
C'est pas très compliqué, c'est simplement, ça va parler des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs qui sont des messagers chimiques dans notre cerveau. On va avoir la dopamine, l'adrénaline, l'acétylcholine, la sérotonine et le GABA. Donc on en a 5, ça a été théorisé par le docteur Eric Braverman avec uniquement 4 profils au début qui sont très, qui est très axé nutrition sur en fonction de ce que je vais manger, je vais avoir plus de neurotransmetteurs au niveau cérébral ou moins de neurotransmetteurs, d'accord? Donc il y a cette partie nutrition qui est importante aussi à considérer et potentiellement qu'on peut adapter les régimes en fonction de notre neurotype, ok? On aura besoin de plus ou moins d'aliments en fonction d'un neurotype, ok? Il y a des régimes cétogènes, il y a des régimes carnivores, ce genre de choses qui vont convenir à d'autres, à un type de personne et à d'autres moins, d'accord? Et ces 5 profils-là, du coup, ça va déterminer ce qu'on appelle votre caractère, votre capacité à réagir aux situations, comment est-ce que vous allez réagir à l'entraînement, comment est-ce que vous allez vous comporter en société. Donc tout ça, c'est votre caractère et du coup, on a plusieurs types de profils. On a les 1A, les 1B, les 2A, les 2B et les 3. Donc le 1A, c'est plutôt la personne qui est drivée par la dopamine, d'accord, et qui lui va chercher l'intensité, qui a en général une empathie peu développée et qui est vraiment, vraiment très compétitif. Ensuite, on a les 1B qui sont plutôt ce qu'on pourrait déterminer comme les athlètes, qui eux cherchent l'explosivité, l'intensité. Ils arrivent à être dans la discussion, mais ils aiment beaucoup quand même la compétition, on va pas se mentir. Et par exemple, à l'entraînement, ils ont du mal à s'asseoir entre deux séries, il faut que tout le temps ça bouge. Voilà. On a les 2A qui, eux, sont ce que Christian Thibaudeau appelle des caméléons sociaux. Donc, on va dire qu'ils sont assez adaptables. Tout fonctionne sur eux en termes de méthode d'entraînement, de régime. Ce qui compte, c'est de varier parce qu'au bout de 2-3 semaines, déjà, un, il se lasse et deux, ça marche plus. On a les types 2B, donc ça, c'est plutôt moi, qui sont des personnages très empathiques, plutôt très à l'écoute, très tournés vers son prochain. Par contre, qui sont un peu plus mauvais en termes de partie sociale. C'est-à-dire que dès qu'il y a des groupes, notamment je l'avais vu quand je devais encadrer des joueurs à Provence Rugby, ce genre de choses, ça crée de l'anxiété. On est un peu plus proche de l'anxiété. C'est un peu plus difficile pour moi de gérer des grands groupes. J'ai un peu de mal au début potentiellement à parler devant du monde, ce genre de choses. Peut-être que depuis maintenant ça s'est un petit peu amélioré. Mais au début, on a tendance à être vite renfermé et on préfère le one-one en coaching plutôt que le one-to-many, comme on pourrait dire. Okay, et ensuite, on a les 3. Donc les 3, c'est plutôt les personnes qui... En fait, les 3, ce sont des 1A, donc drivés par la dopamine, mais qui n'ont pas, il me semble, le frein GABA ou ce genre de choses. En fait, ils sont très anxieux en général. Très anxieux, très sujets au stress, beaucoup de fatigue, ne peut pas pousser très très loin les séries parce que ça les impacte fortement, on ne peut pas avoir trop de volume parce que ça les impacte fortement, on ne peut pas trop avoir d'exercice qui a une grosse demande neurologique parce que forcément ça impacte leur récupération. Ça a besoin de temps de repos assez long entre les séries, pas beaucoup d'exercices, pouvoir se rassurer dans la concentration, ça a besoin de se projeter aussi en termes de planification d'entraînement. Vraiment, ça a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire après parce que ça anticipe énormément les choses. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc ça va vraiment, ce neurotype va vraiment changer la fréquence d'entraînement, les intensités, les temps de repos, les volumes, les types d'exercices, la motivation qu'on va avoir à l'entraînement. Donc ça reste un outil qui permet de donner une guideline, une tendance vers l'entraînement. Et ça n'est pas la vérité absolue comme j'ai pu au début quand j'ai découvert le système, comme j'ai pu le dire ou comme j'ai pu le croire. C'est-à-dire que c'est un outil encore parmi tant d'autres qui permet d'avoir une tendance et de comprendre le client qu'on peut avoir en face de nous. Et moi, ça m'aide à me dire, ok, en fait, lui veut que ça enchaîne. Il aime que ça enchaîne, c'est un B, je vais lui donner des trucs explosifs, je vais lui donner des trucs qui lui permettent de lui dire, ok, là, je kiffe mon entraînement. Parce que le but, c'est pas que en fait, l'entraînement soit le plus théoriquement parlant parfait. Le but, c'est que le client adhère au programme le plus longtemps possible. C'est ce qui permet d'apporter des résultats. C'est des petites actions répétées sur des longs termes qui vont apporter des résultats importants. Ce n'est pas le fait d'avoir une motivation sur une semaine et de faire une action et qui ensuite mène à un déclin d'action et qui mène à plus rien, à l'inaction, qui engendre des résultats. C'est vraiment le fait d'avoir des actions répétées, même le plus petites soient-elles, dans le temps, qui font que ça crée oui, des actifs et que derrière, on a des résultats. Donc la base de théorie de Thibaudeau, c'est de dire, si je trouve un entraînement qui permet de faire en sorte que mon athlète, mon client, soit motivé à venir, et qui soient engagés pendant la séance et qui mettent l'intensité, les intentions et les efforts comme il faut, j'aurais gagné. Même si théoriquement, l'entraînement n'est pas parfait.
Et donc ça, pareil, le neurotyping, c'est très remis en question et on n'en parle pas du tout à la fac, alors qu'en fait, c'est du terrain et c'est de l'analyse comportementale. Alors forcément que ça peut être remis en question, forcément que pour des gens, c'est 100% vrai les analyses qu'on a. On a ce qu'on appelle un effet Barnum aussi parce qu'on peut se reconnaître dans différents types de profils, donc ne vous faites pas avoir. On peut passer des tests qui sont gratuits ou qui sont payants sur le site de Christian Thibaudeau, qui coûtent une trentaine d'euros. Moi, je teste, je prends, ça marche pas, j'utilise pas, ça marche, j'utilise. J'en ai rien à faire. C'est le but, c'est mentalité comme dit Swiss Bruce Lee. On prend ce qu'il y a à prendre, on laisse ce qu'il y a à laisser. Quand ça fonctionne, j'utilise. Quand ça fonctionne pas, j'utilise pas. Je sais que LaborNP, ils sont comme ça aussi. Tout le monde dit oui, la reprogrammation neuroposturale, c'est peut-être du placebo. Ok. Et si le placebo il fonctionne, est-ce que je l'utilise ou est-ce que je l'utilise pas? On s'en fout, je vais l'utiliser. Ça m'apporte des résultats. J'ai aucune raison de me priver de quelque chose qui m'apporte des résultats ou qui me permet d'avoir une meilleure prise en charge. Donc c'est vraiment la logique à avoir derrière, c'est pas critiquer la méthode pour critiquer la méthode, c'est ok, qu'est-ce qui te pousse à réfléchir et à avoir cette réflexion-là et à utiliser cet outil-là dans ce contexte-là qui te permet d'obtenir les résultats que tu as. D'accord? Donc c'est là où c'est important, c'est là où il faut considérer toutes les sources d'évidence et c'est là où toutes les anecdotes sont bons à prendre. Quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en musculation et qui vous donne des conseils, même si ça paraît farfelu et peut-être pas expliqué correctement par la science, les résultats qu'il a sont une des raisons, entre guillemets, qui pourrait le forcer à être écouté. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est vrai, mais dans la partie d'anecdotes qu'il vous donne, il y a forcément une partie qui est vraie. Forcément. Il y a forcément une partie du message, un fond de message qui est une réalité et dont il faut réussir à extrapoler les principes et à essayer de comprendre plus derrière ce processus de pensée qui l'a mené à faire ce qu'il est en train de faire. Par exemple, on pourrait penser aux répétitions partielles. Pourquoi est-ce que les bodybuilders font des répétitions partielles? Pourquoi est-ce qu'ils vont aller biaiser le signal dans une certaine amplitude? Pourquoi est-ce qu'ils vont aller chercher de la course externe et de la course interne? Pourquoi? Voilà, donc tout ça, ça sera l'objet de notre podcast sur la programmation d'entraînement qui ne fait qu'évoluer et qui me passionne aussi. Parce que là, je vais devoir y aller, je vais avoir un client à 14h et il est déjà 13h30. Donc je vais reprendre le petit vélo et partir. Donc si ce podcast vous a plu, vous n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vous savez que moi, j'adore pouvoir discuter de l'entraînement et je réponds à tout le monde. Vous n'hésitez pas à aller checker aussi mon site internet et aller récupérer votre guide gratuit, enfin plutôt votre guide offert sur la mobilité et sur les outils de la mobilité et sur le développement de la mobilité. Vous avez juste à rentrer votre nom et votre prénom à la fin, ok, et votre nom, votre prénom, pardon, et votre adresse mail, et je vous l'envoie par mail. Vous checkez votre adresse mail et vous n'avez plus qu'à lire et faites-moi un retour, posez-moi des questions, contactez-moi sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir parce que j'adore pouvoir aider les personnes et vous partager un maximum d'informations, sinon je ne ferais pas ce métier. Voilà. Passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Salut! Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à partager, liker, commenter et on se voit la semaine prochaine. Salut!